Les équipes de vente peuvent être une très bonne source des idées pour contenu ou comme d'aider à créer des campagnes de marketing parce que eux, ils parlent avec soit les prospects ou soit les clients existants de jour à jour. Donc, vraiment, il y a une très bonne synergie entre les deux équipes et c'est vraiment important d'avoir des channels et d'avoir des façons qui peuvent collaborer. On est hit le road et samedi soir, ne clenchons pas les sous-vides. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Les 101 coups, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir. What's up, folks? C'est François Lantinado. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou nous laisser un review. On publie ça gratuitement. Tout ce que ça vous coûte, c'est un petit review. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspace.com, bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu avec au-dessus de 230 startups. Côté produit, on a récemment lancé le Job Board SaaSpace. Allez sur saspace.com/emploi avec un S pour publier gratuitement une offre d'emploi ou consulter toutes celles qui sont déjà listées. Là, on est en bêta, donc si vous avez du feedback, bonjour hi@saspace.com. Le prochain événement Ça se passe aura lieu à Québec jeudi le 23 novembre dans les bureaux de Coveo. On va jaser AI, engineering, embauche et plus encore avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. Il va y avoir un 80 billets de dispo sur Eventbrite, sur notre bannière sur le site et puis en show notes. Si la tendance se maintient, on va sell out celui-là aussi, donc réservez les vôtres quickly. Ok, la job du mois, ça se passe. Pour octobre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, courriel, chat, SMS, DMs et plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne senior en programmation back-end ou full stack. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip aujourd'hui. C'est de la bombe comme produit et poste à combler, sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saspace.com/la job du mois sans tiret. Vous allez y trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Raphaël Masson, cofondateur et CTO. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, écrivez-nous à bonjourhi@saspace.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. Ok, segment produits-services SaaS. Et pour octobre, le partenaire en spotlight, c'est Jameo, une plateforme de design et livraison de vêtements d'équipe hyper personnalisée. Très stoked d'avoir le support de Jameo, je suis moi-même un client satisfait. Toutes nos hoodies, ça se passe, viennent de là, sont beaux, confo, l'expérience de design puis d'accompagnement et même de livraison, tout a été seamless. Fait que Jameo, il offre une gamme de produits éthiques variés, toutes carbo-neutres. Les hoodies, les polars, tucs, t-shirts et plus, name it. Ça vient aussi avec un service de design gratuit, donc vraiment une expérience clé en main. L'équipe offre un rabais de 200$ sur une première commande à tous les auditeurs Ça se passe. Juste à entrer le code promo SAASPASSE, donc Ça se passe, dans le checkout. L'offre expire le 6 novembre, ça fait un foutu beau cadeau d'équipe si vous voulez mon avis. Check it out sur jameo.com/fr, jameo.com/fr. Le cofondateur Benoît Quimper et moi, on a parlé de la compagnie, des produits, de l'offre promotionnelle, puis de plus encore dans un petit chat vidéo qui est dispo sur saspace.com/jameo, sur notre YouTube puis en show notes. Alright, aujourd'hui sur le pod, je jase avec Evan Hallward, directeur de la croissance chez ID, qui est un SaaS pour entrepreneurs en construction. On discute du parcours super intéressant d'Evan, qui est passé de co-founder d'une startup à Toronto qui s'appelait Aboard, donc qui était une app d'onboarding pour les nouveaux employés. Puis il est passé de ça à directeur de la croissance chez ID. Donc on va commencer par explorer un peu comment puis pourquoi il a fait cette transition-là. Ensuite, on va toucher sur un paquet de trucs genre la valeur d'une expérience en vente pour des co-founders et des marketeurs, les différences entre la communauté tech de Toronto versus celle de Montréal, la digitalisation puis l'acquisition dans une industrie plus traditionnelle, celle de la construction, l'évolution du marketing en ligne puis de l'attribution. Puis on va aussi jaser des challenges du bilinguisme dans la croissance d'une compagnie tech au Québec. Alright, on passe au show, let's go!
Heaven Howard, bienvenue sur Ça se passe. Merci François. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. C'est une belle mardi après un long week-end. Exact. Evan, je commence toujours avec ça. Te rappelles-tu de comment on s'est connus? Comment on se connaît? C'est parce que tu es fameux, Monsieur François. Je pense qu'en fait, j'ai vu sur LinkedIn une de mes contacts, Isaac Oui. de Pender Ventures, a partagé son épisode. Donc, avec ça, j'ai vu le podcast, j'ai vu Ça se passe, le site web. J'ai découvert, c'était à ce temps que j'ai découvert que mon compagnie était déjà sur Ça se passe. C'est vrai. Et comme directeur de croissance, je trouvais que ça, c'était un grand problème pour moi parce que je ne savais même pas que ça existait. Donc, Ouais, et après ça, oui, on s'est connecté. on va faire une meilleure job de communiquer avec les startups qu'on liste. Fun fact, pour la première fois récemment, Evan, il y a quelqu'un qui... Tu sais, on envoie des emails aux gens qu'on liste, puis on dit « Hey, vous pouvez modifier le profil » ou « Ah, on pense peut-être faire un job board, ça vous intéresse ou pas? » tu sais. Puis il y a une personne qui a juste répondu « What the fuck? Enlevez mon site de votre site. » J'ai dit « Oh shit! » Ouais, ça, c'est comme le plus pire outcome, j'imagine. Ouais, pour moi, c'était un plaisir parce que j'aime ça. Je suis vraiment... comme on va pas vraiment parler, je suis vraiment comme pro Québec, pro SaaS, pro technologie. Donc, je trouve que votre communauté, c'est vraiment intéressant. Nice, man. Puis, mettons qu'on fait un mini recap de t'es qui, toi, genre professionnellement. Ça ressemblait à quoi ton parcours qui t'amène où que t'es aujourd'hui? Mais j'ai commencé en travaillant dans les services financiers. OK, Mais après, OK. je savais que c'était pas pour moi. Et j'avais toujours intérêt, une passionnant. Je suis Ouais, toujours une passionné passion, ouais. oui, pour les informatiques, la technologie, comment on l'utilise dans notre de jour à jour pour travailler avec plus d'efficace. Donc, c'est avec ça que je suis je fais deux choses. J'ai déménagé à Toronto OK. dans 2015 et j'ai commencé à travailler dans l'informatique. Puis c'était comme mon point of no return. C'était comme totalement committed puis préparé pour une longue carrière dans les informatiques, dans le tech. Et donc, ça fait à peu près, c'est pas 8 ans que je travaille entre des petites compagnies, des startups, des comme Ouais. small business, digital, jusqu'à des grands, des vraies entreprises. Mais pour moi, toujours, j'aime ça, les plus petites compagnies, l'énergie des startups, l'innovation. Est-ce que quand t'es rentré en tech, c'était à titre de programmeur, de vendeur, de marketer, de designer? C'est quoi que tu faisais au début? Moi, je pensais que, parce que je voulais pas être un développeur, un programmeur, je pensais pas que j'avais un emploi dans l'industrie de tech, comme c'était impossible, Ah, mais j'ai découvert que oui, il y en a comme des gérants de comptes, du vente puis du marketing, of course. Donc, quand j'ai commencé, c'était dans un rôle de gérant de compte pour une entreprise qui a beaucoup agrandi à Montréal, à Toronto. Donc, c'était quoi moi, je suis toujours l'entreprise? avec en face des clients. OK. C'était quoi l'entreprise? Ça s'appelle Soft Choice. OK. Soft Choice. Donc, ils sont toujours à Québec, ils sont autour de l'Amérique du Nord. Ils ont beaucoup, beaucoup agrandi depuis que j'étais là. Oui. OK. Puis ensuite, parce que là, tu es chez ID maintenant, mais il Mhm. y a eu une autre étape avant que tu arrives chez ID, tu as été founder, right? Oui. Oui, j'étais founder chez mon propre compagnie qui s'appelle Aboard. Ouais, Et j'étais là, c'était comme durant la pandémie, 2 ans ouais. à peu près, temps plein. Puis, Ça puis faisait oui, quoi à Board? Aboard, c'est une plateforme d'automatisation pour les ressources humaines où
plus comme moderne, c'est les opérations de personnes, de people operations. OK. Ouais. Puis oui, on aidait plus comme spécifiquement sur l'induction des nouvelles employés. C'était comme vraiment comme notre Onboarding. première, ouais, c'est OK, ça, notre nice. première use case. Ouais. Puis aujourd'hui, tu es chez ID. C'est quoi ton rôle? Puis comment tu décrirais, mettons, brièvement la compagnie? Où est-ce que tu es? Ouais, présentement, je suis le directeur de croissance. Et comme tu peux peut-être apprécier, c'est plutôt un rôle comme One Man Army. Je ne Ouais. vraiment pas grande équipe, quoi que ce soit. Mais, donc, c'est une mix de la vente et du marketing. Puis ID, comme totalement différent de mon propre startup, c'est un logiciel pour la construction, spécifiquement bâti pour les villes, les gouvernements, Ouais. l'administration de santé. Donc, le terme donneur d'ouvrage, c'est OK, pour ouais. ce type d'organisation comme la chaîne de construction. Ouais. Oui. Ça a lancé quand, mettons, fast forward sur l'histoire un peu d'ID, là, tu sais, aujourd'hui, je sais pas si vous avez des chiffres que tu es prêt à nous partager pour qu'on ait une idée un peu plus métrique, là, d'un portrait métrique de la compagnie. Bien sûr. La chose que j'ai vraiment aimé et qui m'a comme c'est pour ça que j'ai demandé, j'ai choisi de travailler ici. C'est parce que Ouais. c'est une compagnie bootstrap, enfin. Donc, ils n'ont OK. jamais pris du investissement d'extérieur. Donc, ça a commencé en 2012, avec deux cofondateurs qui sont toujours là. Et depuis 7 ans, on est maintenant, au présent, on est en track de recevoir, atteindre 1 million en revenus récurrents annuels, Yes. ARR. Yeah. Ouais, Spot on. ça c'est le but, C'est cool, pour man. cette année, peut-être le premier quart de l'année prochaine, mais oui. C'est un super beau milestone. Puis l'équipe, ça ressemble à quoi? Vous êtes combien à peu près? On est 25, beaucoup plus sur le côté du produit. C'est vraiment un produit grand, entreprise, beaucoup de fonctionnalités. Donc, ça prend quelques développeurs, puis analystes de qualité, tout ça. Mais oui, 25 et la plupart sont à Québec. On a seulement un ou deux qui sont à l'extérieur du province. Got it. OK, cool. C'est un super beau milestone qui s'en vient, man. C'est excitant d'être à la direction de la croissance quand tu dépasses le 7 chiffres. Oui. Puis là, toi, avant de faire le move, justement, comme on en a parlé brièvement, tu as été co-founder de Aboard. Moi, j'ai le goût de savoir, c'était quoi ta motivation de lancer ton propre SaaS? Ça venait de où, genre? C'était une question. Il y avait 2 ou 3 éléments. Un, c'était comme quelque chose que j'ai dit avant, c'est que j'aime ça vraiment aider les gens à travailler avec Ouais. plus d'efficace. Donc, pour moi, l'onboarding d'un nouvel employé, c'est vraiment un processus assez long, confusant, très difficile. Il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, c'était comme un problème que presque toutes les organisations au monde ont et ils ont besoin de le gérer. Donc, le problème était assez intéressant d'essayer Nice. de gérer, de changer. Après ça, c'était vraiment mon cofondateur. Moi, je suis vraiment comme pro d'avoir un ou deux partenaires sur une nouvelle compagnie, une nouvelle logiciel, solution, quoi que ce soit. Je trouve que pour moi, personnellement, c'est trop difficile de faire toute seule. Donc, mon cofondateur, on se connectait vraiment bon, on rigolait, mais aussi on aimait se travailler, on aimait se parler des problèmes, parler des solutions dans notre vie, dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Donc, quand ça a venu à commencer quelque chose, c'était comme naturel, vraiment pas de question. Est-ce que, Excuse-moi, allez. question rapide, mais est-ce que vous étiez amis avant de cofonder l'entreprise
ou pas? Tu sais, comment tu Oui, as rencontré ces personnes-là? oui. Il s'appelle Lee, on OK. l'appelle cofondateur et ami. Donc oui, on était amis. On a même travaillé ensemble 2 fois, de différentes compagnies. OK, c'est bon. La blague, c'est que Lee travaille quelque part et comme moi, j'étais comme entre rôles, entre opportunités. Il m'embauchait, puis donc ça a passé 2 fois qu'il était à une compagnie. Moi, je lui avais joint après quelques mois qu'il était là. Et donc, c'était à la deuxième compagnie où comme après travailler, on se marchait, on allait. euh, et c'est où on a découvert, on a choisi l'idée d'aller faire quelque chose ensemble. OK, nice. Puis est-ce qu'aujourd'hui, la tradition se poursuit puis ils travaillent chez ID ou vous avez part ways? Non, enfin, moi, comme c'est une très longue histoire, en fait, mais j'ai, pour tellement, beaucoup de raisons, j'ai quitté Aboard temps plein l'été passé, mais Lee a décidé de toujours poursuivre OK, l'opportunité pour super. poursuivre avec la compagnie. Donc, on a fait comme, c'était vraiment amicable et vraiment comme euh, assez lent, mais aussi assez vite de ce que j'ai décidé de quitter. Et il a décidé qu'il voulait toujours travailler sur OK. la compagnie, le projet. Um, donc, il est là, temps plein. Moi, je suis là, temps plein, mais on parle chaque semaine et Mmh. j'essaie toujours d'aider Upward avec um, comme des choses de croissance, du marketing, tout que je peux. Est-ce que tu es encore actionnaire, à un certain niveau ou? Non, c'est OK. plus casual. Ouais, je comprends. Oui, je suis toujours dans comme le Slack et j'essaie de donner des observations ou des inputs quand il y a une opportunité. Mais enfin, j'essaie vraiment comme, de respecter les décisions. Que moi, j'ai comme, Je comprends. oui, prends une part en arrière. Lui, il est chef. Euh, je suis toujours là pour lui. Je suis toujours comme un grand supporter de lui et de Board. OK. Euh, bien sûr, mais ouais. Puis parce que là, tu as cofondé ça en 2020, c'est ça? Mhm. Parfait. Fait que tu as fait ça pendant grosso modo 2 ans peut-être? Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus tough puis le plus le fun, avec Aboard? Le plus tough, en finance, c'est une des grandes raisons que j'ai quitté quand j'ai quitté, c'est le cash flow. C'est Ouais, juste d'avoir ben oui. assez d'argent dans leur compte de banque ou dans votre compte de banque personnel pour continuer. Comme j'ai beaucoup appris dans l'industrie de comme venture capital, VC, Ouais. investissement, comment ça marche, tout ça, les différentes possibilités, ouais, possibilités pour trouver des fonds. Donc ça, c'est toujours plus difficile et comme j'apprécie beaucoup plus les difficultés pour les petites entreprises de Mmh. trouver, de toujours avoir comme du Ben cash oui. flow positif ou euh, stable. Euh, donc, ça, c'était la première chose. Qu'est-ce que tu avais une L'autre, c'est deuxième le plus le question? fun. Ah, le plus fun. C'est ça, j'ai oublié complètement. Non, le plus fun, c'est en fait comme quand c'est votre chose, votre Ouais, bébé, ouais. votre entreprise, euh, il y a un terme qui est comme les autres sont hautes, sont les plus hautes. Et ça, c'est vraiment la réalité. Comme quand tu gagnes une nouvelle client ou tu trouves un nouvel investisseur qui est comme on board et Ouais. qui va faire un investissement, le sentiment, l'émotion autour de ça, c'est comme le plus haut professionnellement que j'ai Très cool. senti. Euh, Maintenant, d'être encore comme in-house avec AD, oui, je suis vraiment contente, j'aime ça, mais c'est vraiment comme une différent niveau. Ben oui. C'est le sentiment d'ownership. Ouais. Quoique, tu peux avoir beaucoup d'ownership dans une compagnie qui est pas la tienne, mais c'est sûr que quand c'est la tienne, ça doit jouer sur l'émotivité.
On mettra a board dans les show notes si les gens veulent aller voir c'est quoi, puis creuser un petit peu plus sur ce SaaS-là qui existe encore. Aujourd'hui, comme tu disais, tu es le directeur de la croissance, puis tu es dans une compagnie bootstrap, donc tu peux porter plusieurs chapeaux. Tu as mentionné marketing, tu as mentionné vente. Fait que moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tes rôles, parce que dans le passé, tu en as fait de la vente en software, en SaaS. Je ne sais pas si c'était en software ou en SaaS. Oui, c'était plutôt en software, OK. un peu plus traditionnel, mais aussi OK. ça. Parfait. Ça t'a-tu aidé beaucoup? Ça t'a-tu équipé aujourd'hui pour gérer ce rôle plus vente-là? Oui, je pense qu'il y a vraiment comme deux choses que d'avoir toujours d'expérience en vente m'aide aujourd'hui. Sur une côté, il y avait comme une terme quand j'ai commencé en vente, c'est que si tu peux avoir du succès en vente, comme tout le monde, c'est à vous. Tu peux aller être comme Chief Revenue Officer ou aller dans un autre département. Et comme vraiment, si tu peux être un très bon vendeur, que tu as beaucoup d'opportunités. Moi, je trouve que oui, c'est la vérité. En fait, je pense que les meilleurs professionnels en vente veulent être en vente parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire et le rôle est assez comme direct. C'est pas trop compliqué. Tu peux être très content. Donc, ça, c'est sur un côté, je pense qu'en travaillant en vente, j'ai beaucoup appris de comme les affaires, de l'amende, comment s'engager avec des clients, toutes ces comme hard skills, enfin, mais toujours. Et sur l'autre côté, j'ai vraiment développé une appréciation pour les ventes et les professionnels de vente. Donc, dans mon rôle où c'est un peu plus hybrid avec du marketing, je comprends c'est quoi d'être une account executive ou une business development rep. Je comprends ce quoi ça veut dire et comment c'est comme le jour à jour. Et je veux vraiment que je les aide à avoir de meilleures opportunités comme je peux. Ouais, puis je pense que justement, il y a beaucoup de SaaS où est-ce que les ventes travaillent directement avec le marketing. Ils vont aller générer. Le marketing vont aller générer souvent des leads que les ventes ensuite doivent closer, upseller, etc. Puis si tu ne comprends pas c'est quoi les incentives économiques ou psychologiques que la force de vente a, ben c'est un petit peu plus difficile de leur fournir, de travailler avec eux tout court. Tu sais. Puis ça peut être difficile quand tu as des unités qui sont déconnectées entre le marketing puis la vente, ça peut créer de la friction. Fait que d'avoir une personne dans ton poste qui a eu un pied dans les deux, je pense que c'est bon. Man. Oui, absolument. Je Puis, pense que c'est rare, mais c'est important, oui. C'est vrai que c'est un peu plus rare. J'ai le goût que tu me parles un petit peu de la communauté tech à Toronto versus Montréal. Juste les différences ou les highlights là, de contraste. Oui, mais je trouve que toujours comme Toronto, c'est où j'ai commencé mon carrière dans tech. J'ai vécu 6 ans là-bas, donc j'ai établi beaucoup de comme connexions, de relations avec d'autres professionnels, d'autres individuels dans l'espace. Mais en fait, comme Toronto, il y a tellement de density, avec le numéro de start-up, le numéro de professionnels, le numéro d'investisseurs. Donc vraiment, c'est juste sur un autre niveau, enfin, juste à cause de la grandeur du Toronto. Et ça a vraiment créé comme une communauté très développée. Mais quoi j'aime beaucoup à Montréal, c'est oui, c'est un peu plus petit, mais c'est encore toujours actif. Oui. Et je trouve que comme c'est vraiment, il y a le terme comme big fish, small pond, small fish, big pond. Ouais, absolument. Montréal, c'est un peu plus petit, oui, mais si vous êtes assez comme passionnant et actif et tu veux faire des choses, tu veux créer ou contribuer à la communauté, c'est là pour vous. C'est pas trop grand que Toronto, trop comme il y a pas tellement de joueurs. Donc moi je trouve vraiment qu'il y a grande opportunité à mieux comme développer et d'avoir plus d'événements ici à Montréal. Ouais, ben justement, on va en faire des événements. Ça se passe à Montréal
Quand ce podcast-là va être sorti, on va déjà avoir fait le premier chez Workleap, le 7 septembre. Moi, Montréal, j'adore. Puis c'est drôle que tu dises, tu sais, tu parles du contraste entre Toronto et Montréal en termes de grandeur puis de taille. Il y a quelque chose de très similaire entre Montréal et Québec aussi. Tu sais. Moi, je viens beaucoup plus de Québec. Puis pour Québec, quand tu compares, Montréal, c'est bien plus gros, il y a bien plus d'opportunités, mais il y a toujours un bigger market ou genre, tu sais, un bigger pond, genre. Always a bigger fish. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est cool avec les markets qui sont peut-être un peu plus petits, c'est justement qu'il y a moins de bruit, tu sais. C'est plus facile de faire ta place, d'avoir une voix. Après ça, tout dépend de tes ambitions de croissance personnelle ou de ta compagnie. Mais non, c'est super cool, Montréal. J'ai hâte d'aller faire un tour. Là. Ben, en fait, au moment où on enregistre ça, dans 2 jours, j'y vais là, pour faire l'event. Fait que j'ai bien hâte. Ouais, moi aussi, je serai là. Tu vas être là, hein? Ouais, nice. Bien sûr. Je suis content, man. Ça fait 1 an maintenant que tu es chez ID. Tu as fait un post sur LinkedIn là-dessus que j'ai bien aimé. Qu'est-ce que tu as appris qui est de plus utile ou intéressant que tu as le goût de partager avec l'audience ou la communauté, mettons? Mais en fait, avec ID, c'est que c'est une industrie très unique, une industrie très différente de que j'ai comme jamais travaillé avec ou dedans. Donc, la construction, c'est une des industries le plus moins digitale, moins en ligne. C'est vraiment toujours comme old school. Mais en fait, comme oui, il y a du sens parce que c'est vraiment une industrie très, très réelle, comme elles ont besoin de bâtir quelque chose. Comme on ne peut pas tout totalement digitalize toutes les choses. Mais donc pour moi, après 1 an, c'est vraiment, j'ai beaucoup appris sur cette industrie. Je pense que vraiment pour comme en termes d'innovation, en termes de start-up, il y a beaucoup d'opportunités maintenant, mais aussi dans comme les prochaines 5-10 ans pour plus d'innovation, plus de solutions. Et enfin, ça va vraiment aider l'industrie. Il y a beaucoup d'argent à se regarder, il y a beaucoup de temps à se regarder. Comment t'as... Parce que, écoute, moi, là, quand j'ai commencé Snipcart, j'étais dans un bateau similaire où est-ce que du e-commerce pour développeurs web, premièrement, j'avais aucune idée c'était quoi l'e-commerce, puis j'avais aucune idée c'était quoi le développement web, tu sais. Fait qu'il a fallu que j'apprenne cette industrie-là parce que si t'es pour market une offre dans cette industrie-là, il faut que tu comprennes de quoi tu parles. Fait que quelle méthode ou juste comment tu as réussi à apprendre beaucoup sur cette industrie-là qui, pour toi, n'était pas nécessairement familière au départ? C'est presque la même chose qu'on a fait avec Upboard. Tu dois parler avec tes personnes. Ouais. Tu vas faire des entrevues. Oui, il y en a YouTube, il y en a comme y aller faire des recherches sur Google, mais comme en fait, c'est vraiment, tu dois entendre les personnes, des individuels qui sont de jour à jour dans l'industrie, qui sont face avec les problèmes, qui ont besoin des solutions. Donc, vraiment, pour moi, j'ai essayé avec nos clients, déjà nos clients existants, nouveaux clients, l'équipe ici à ID. Je voulais juste parler de combien de personnes que je pouvais sur le sujet de construction. Est-ce que tu trouves que les utilisateurs dans ton milieu sont ouverts, réfractaires, ouverts ou pas à la tech? De façon générale, c'est comme, is it a hard sell? C'est un peu ça que je me demande dans ma tête. T'sais. Oui, mais c'est comme ça, c'est vrai, c'est une bonne question parce qu'en fait, on voit qu'il y a une shift en termes de démographie, en termes de génération. Ouais, comme c'est une industrie assez old school. Il y a beaucoup de raisons pour ça, mais en termes de comme notre cible profil, ça change de quelqu'un qui est 60 plus dans le même emploi pour 20 ans, utilise Excel, ne veut pas changer. Et c'est plutôt à des personnes un peu plus jeunes, 30 à 40, qui utilisent 5 applications avant le petit déjeuner. Donc, oui, ça shift à une démographie qui est plus intéressée à l'innovation. Pour vrai. Puis,
En étant basé à Montréal, Heidi, est-ce que tu as majoritairement des clients francophones, anglophones, un mix des deux? Ça joue comment la langue dans ton travail? Ouf, ouais. T'as fait t'as dit quelque chose sur l'idée de Québec à Montréal. Montréal, comme pour nous, quand je pense à notre marché, on avait une chance d'être ici à Montréal et pour commencer, on a vraiment fait le cible sur le marché québécois en Francophone. termes de gouvernement, en termes OK, intéressant. école. Ouais. Puis en termes de langue, la chose que m'a frappé quand j'ai venu Ouais, travailler ici, c'était que oui, nos clients travaillent en français, ils veulent comme les mises à jour en français, tout ça. Puis oui, comme je comprends, c'est peut-être une de nos forces en termes de comme defensibility en Québec et à Canada. Euh, et je pense que quand je parle avec d'autres compagnies, spécialement des compagnies Ontario, ils ont l'autre problème, qu'ils sont ailleurs, puis ils veulent venir à Québec, mais ils ne parlent pas français, ils n'ont pas de matériel français. Donc, on peut faire comme le reverse, on va exporter de Québec après avoir vraiment gagné beaucoup d'affaires ici. ouais. Antoine, mon co-host, puis moi, on en discutait récemment. Je pense qu'il y a des avantages de commencer dans un marché plus niche puis plus spécifique parce que justement, tu peux adresser ces spécificités-là, comme la langue par exemple, puis te démarquer facilement de d'autres options qui, eux, cater pas nécessairement à ton market spécifique. Fait que c'est intéressant. Mais là, vous expandez, genre, tu sais, est-ce que ID est rendu aussi disponible en anglais, tout ça? Est-ce que ça fait partie des plans ou? Oui, bonne question. Oui, c'est un de nos buts cette année, peut-être plus l'année prochaine, c'est de trouver, closer quelques clients ailleurs de Québec et Nice. plutôt dans les marchés anglophones. On est en train de faire un contrat avec une des États dans les États-Unis. Ouais, ouais. Donc, ça sera un très bon, comme grand win pour nous, puis ça ouvre comme plus de exposure dans les États-Unis. Donc, on n'est pas comme, c'est pas confirmé 100%, donc je peux pas Non, non, trop non. parler, mais ça arrive. Est-ce que de façon générale, parce que tu disais que ID, c'était beaucoup pour les donneurs d'ouvrages là, qui vont donner des gros contrats de construction, par exemple, à des compagnies privées. Est-ce que les normes ou les réglementations, géographiquement parlant, vont changer beaucoup d'un pays ou d'une province à l'autre? Ça joue-tu sur ton marketing ou ben non, même le développement software? C'est-tu un facteur? Oui, oui, en fait, pour nous, c'est assez simple. L'Amérique du Nord, c'est assez comme, en termes du Homogène? produit, ouais, ça c'est le même, oui. Euh, En termes comme notre marketing, ce qu'on dire. Oui, c'est un peu différent entre français, Québec, Ontario, les États-Unis. Euh, oui, ça va être différent, mais pas trop. Comme je pense OK. qu'en fait, euh, c'est assez simple ici. Pour aller à comme Europe, c'est un Un autre game. différent. Ouais, c'est ça, totalement différent. On a même pas comme l'opportunité, donc on est vraiment comme on fait notre focus ici OK. autour de nous. Ouais. Intéressant. Il y a beaucoup de marketers, de jeunes marketers qui veulent éventuellement step up, puis monter dans les échelons, puis devenir des directeurs ou des VP dans les SaaS, dans les startups. Qu'est-ce que tu penses que ça prend de te rendre dans un rôle un petit peu plus senior dans une startup? Parce qu'en fait, dans une startup en particulier, c'est d'être généraliste. En fait, comme Ouais, quand vous êtes à une grande compagnie, ils ont probablement peu plus ils ont besoin des spécialistes ouais, de SEO, de de copywriting, quoi que ce soit. Mais en startup, c'est plutôt plus important d'être généraliste, de comprendre beaucoup de différents concepts. Et en fait, d'être quelqu'un qui peut être vraiment trusted.
Ouais. Parce qu'en fait, comme vous êtes une petite compagnie, tout le monde fait des choses, c'est pas totalement clair, spécialement qu'est-ce que vous faites de jour à jour. Donc, si vous pouvez être vraiment inspiré du confiance avec le PDG, les fondateurs, euh, ils vont ils vont, ils veulent te donner plus de responsabilités, d'opportunités à s'agrandir. Donc, ça, c'est comme moi, je suis vraiment généraliste. Je comprends peut-être un peu quelques sujets en plus Ouais. de détail, mais je pense que ça, c'est une des choses qui est la plus importante. Puis, est-ce que Ouais. que ce soit dans Upboard ou maintenant chez ID, est-ce que tu trouves ça difficile d'embaucher les bonnes personnes, que ce soit au marketing ou en vente? Euh, oui, bien sûr. Embaucher, c'est toujours difficile. Mais je trouve que enfin, le marketing, en tel comme un sujet un peu plus spécialisé, c'est un peu plus facile à voir du marketing, comme montre-moi du contenu, montre-moi un exemple de votre écrit. Um, donc ça, c'est un peu plus simple avec marketing. Avec les ventes, embaucher du vente, je trouve que c'est plus difficile à vraiment trouver des personnes qui vont vraiment trouver de opportunités, vont vraiment aider à agrandir la compagnie. Ouais. Donc oui, ça prend du temps et vraiment on fait comme tu sais jamais si tu vas être ça va être comme une bonne match ou tu auras besoin de comme recommencer après 2 ou 3 mois. Euh, ouais. Ouais, c'est un challenge, c'est sûr, hein. Quand tu essaies d'embaucher, que ce soit pour la startup que tu avais fondée ou celle dans laquelle tu es aujourd'hui, tu fais comment? Tu passes par où? Y a-tu des canaux, des plateformes que tu utilises? Moi j'aime ça, je suis vraiment actif sur LinkedIn. OK. Donc j'aime ça comme faire la post puis partager, essayer de trouver quelqu'un qui est comme assez proche dans mon network, peut-être comme Ouais. ami d'une amie, parce qu'au moins avec ça, on a comme une sorte de référence. Ouais. Je trouve que c'est toujours facile, ou ça aide beaucoup d'avoir comme une connexion. Um, Ailleurs, comme je trouve que oui, on est vraiment dans une ère de communauté, donc je suis partie d'une ou deux communautés qui sont plus qui ont focus sur marketing, growth marketing. OK. Donc, j'y vais là aussi pour partager les rôles et essayer de trouver une bonne candidat. Peux-tu en parler de ces communautés-là? C'est quoi? Ouais, c'est une que ça fait longtemps, ça s'appelle Grow Class. OK. Euh, oui, la fondateur, Sarah, est vraiment, ouais, elle est comme amazing. En fait, c'est une course, mais ils ont toujours une communauté autour de la course. Donc, j'ai fait la course quand j'étais fondateur à Board. J'ai resté dans la communauté. Maintenant, je suis à ED, donc c'est comme une nouvelle expérience pour moi. OK, got it. Puis aujourd'hui, tu l'as dit un petit peu au début du pod, mais tu es comme un peu un one-man army au marketing puis aux ventes. Je sais c'est quoi, je l'ai vécu moi aussi de mon côté. Comment tu fais Hmm. pour prioriser ton temps puis tes tâches? Moi, j'aime ça beaucoup des systèmes. Je suis vraiment quelqu'un qui aime ça, le processus, même si je suis dans un petit euh, startup. J'utilise très, très lourd le Notion. OK, Euh, Notion beaucoup, OK. donc, ouais, juste pour faire comme mes plans à haut niveau, puis de comme vraiment faire des tâches plus spécifiques pour euh, atteindre les stratégies, les buts, les visions. Euh, on fait comme en marketing, puis toujours avec Eddie, on fait beaucoup d'expérimentation. Donc, la plupart de mon temps maintenant, en être une one-man army, c'est d'expérimenter sur plusieurs channels, plusieurs types de contenus, des différents plateformes d'avertissement, paid, Mmh. juste pour vraiment essayer de trouver où est le meilleur channel pour Eddie pour agrandir. Euh, et où est-ce qu'on peut peut-être utiliser des consultants, des agences ou même embaucher d'autres personnes Ouais. pour venir nous aider à grandir. Puis justement, est-ce que
est-ce que ça t'est arrivé de t'entourer d'agences ou de freelancers? Oui et non. Moi, je suis un peu split dessus parce que euh, j'aime ça avoir des personnes qui vont vraiment être comme une partie de l'équipe et aussi vraiment de comme vraiment own les problèmes Oui, oui. et les solutions. Ouais. Donc, je trouve que c'est toujours difficile avec des consultants des agences qui ils sont comme à l'extérieur. Oui, vous payez pour un service, mais en termes de comme d'être passionnant d'une solution, d'être passionnant de faire une nouvelle post de blog, euh, c'est toujours meilleur quand vous êtes comme sur l'équipe. Fair enough. Puis, est-ce que dans... Ben, en fait, parle-moi de ton acquisition, justement, un petit peu. As-tu l'impression en ce moment que vous avez un channel market fit? Genre qu'il y a un channel en particulier qui est très... beaucoup de potentiel? Honnêtement, je pense qu'on essaie toujours de trouver le meilleur channel comme en termes d'efficacité, comme OK, on fait, c'est pas $100 puis ça revient tel en revenu. Ouais, ouais. Um, on fait toujours des expérimentations. Je pense que oui, on a vraiment le product market fit. On sait son qui notre cible, profil d'entreprise, individuel à peu près. Um, donc, on a ça comme assez clair. Je pense qu'en termes de trouver les différentes façons d'acquérir, de les trouver, de les engager, c'est une mix des stratégies un peu old school, donc plutôt comme direct outreach, téléphone, aller rencontrer en personne où on peut. On fait ça. Et sur l'autre côté, oui, on essaye de faire comme du SEO, du vidéo, quoi que ce soit un peu plus avancé, un peu comme au milieu, je trouve. Mais avec nos clients, oui, on n'est pas comme au cutting edge du marketing, des stratégies marketing. Euh, mais c'est assez intéressant, toujours. On découvre des nouvelles choses. Est-ce que la majorité des leads rentrent via du referral ou via peut-être du direct outreach, comme tu disais? Comment les leads rentrent? D'où ils viennent? Oui, beaucoup sont referral. On est chanceux à Québec parce que c'est comme un marché assez, c'est grand, mais aussi comme petit Ouais, je en comprends. termes de la plupart de notre buyers, ils sont comme connectés un ou deux degrés de connexion. Donc, on reçoit beaucoup de inbound où les personnes qui nous contactent étaient en conversation avec un de nos clients existants. Donc, ça passe vraiment à Québec, comme je décris comme en termes de flywheel. On est à un point où même en faire comme seulement un petit peu d'outreach, on reçoit assez de um, inbound pour nous soutenir ici. Très cool. Ailleurs, c'est pas la même chose. On fait plutôt comme new business, land expand. Ouais. C'est nouvelle. Ouais. Puis Evan, est-ce que vous avez formalisé ou structuré un espèce de programme d'affiliation ou de referral program avec des incentives pour les clients existants ou ça se fait juste organiquement? C'est une très bonne question. Une chose qu'on travaille actif dessus, c'est un programme de partenariat de ID. OK, cool. Parce qu'on trouve dans notre industrie, comme dans beaucoup d'autres industries, il y a des logiciels comme nous, il y a les clients qu'on veut travailler avec, et il y a plusieurs service providers, des professionnels, des fermes individuelles, quoi que ce soit, qui travaillent avec nos clients et qui sont à peu près comme des bons partenaires pour nous. Parce on veut faire seulement les produits, les logiciels comme du SaaS. Et eux, ils font des choses comme contrat d'heure à d'heure, quoi que ce soit. Donc, OK. on essaie toujours au présent de comme formaliser, de peut-être faire une comme launch de notre programme de partenariat. Et c'est vraiment intéressant. Je pense que peut-être ça va être une grande Hmm.
comme contribuer à notre croissance. Absolument. Ouais, non, c'est super cool. Je pense que vous êtes dans une position intéressante où est-ce que justement les gens qui vous utilisent aiment le produit, ils restent là, ils le recommandent. Donc, il y a de la croissance qui est comme organique par du word of mouth, tout ça. Vous êtes à une position où il y a plusieurs startups qui se trouvent où est-ce que c'est OK, ben là, comment on unlock la prochaine phase de croissance avec un canal répétable, là, tu sais, qu'on a une confiance dans ce canal-là. Puis j'imagine que toutes les expérimentations que tu fais, puis tout ça, c'est un peu pour aller vers ça, là. Ouais, absolument, c'est ça. Mm. Et on essaie de trouver les canaux qu'on peut comme aller grandir et répéter dans d'autres marchés, des marchés nouvelles pour nous. Euh, c'est vraiment comme c'est un peu, on fait l'expérimentation dans le lab ici à Québec, peut-être Ontario, puis après ça, c'est comment on veut agrandir de côte à Puis côte. là, c'est personnel, là, mais si tu avais à faire. Ben, en fait, c'est personnel. C'est ma curiosité, c'est juste ça. Si tu avais à faire un bet, une gageure sur lequel canal tu penses qui va avoir le plus de potentiel, à part le referral program, euh, Hmm. mettons wild bet, là. Je sais que il te faut de la data, mais ouais. Ouais, oh, c'est intéressant parce que j'avais cette idée ce matin. Je pense que même avec notre buyer, peut-être un peu plus vieil, on ne sait pas, je pense qu'on a toujours l'opportunité de vraiment créer et de soutenir du communauté pour notre Ah, ok. euh, cible profil. Donc, je suis réfléchi avant que oui, on peut être comme les experts en termes de donneurs d'ouvrage, en termes de comme de faire la construction pour le gouvernement, l'éducation, santé. Ouais. Il y a vraiment comme une voie, il y a vraiment d'espace pour essayer quelque chose comme ça. Et c'est vraiment pas comme, ça va être pas comme juste AD, c'est vraiment quelque chose qui est plus grand, plus intéressant, assez sur les channels, social media, puis tout ça. Ouais. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant. On sait que tout le monde veut être dans la communauté avec leurs collègues ou quoi que ce soit, ou contacter ou trouver de nouvelles collègues comme ça. Donc, Ben oui. ouais. Non, je pense qu'un community play, c'est intéressant. Puis comme canal, ça peut être super bon. C'est un canal que tu dois nourrir activement, quand même. Right? Mhm. Surtout au départ. Quand la communauté kick off, puis là, t'as des gens, t'as du user-generated content, puis même du user-generated, genre moderation ou participation, tu sais, tout ça. Là, c'est cool parce que comme tu fais un petit job de modération, puis de temps en temps, ça parle d'ID ou quoi que ce soit, puis tu as des leads qui rentrent. Mais ouais, au départ, c'est un bon investissement. C'est intéressant. Oui, non, tu as absolument raison. Et je pense que comme c'est un peu bizarre ou peut-être difficile de penser ça pour des ventes plus entreprises, des grands ventes. Mais je pense que oui, c'est comme vraiment une trend qui peut nous aider, peut nous soutenir. Puis, justement, tu sais, des canaux d'acquisition puis des canaux de croissance, il y en a un paquet. Depuis que tu as commencé ta carrière, as-tu l'impression qu'il y a des choses dans le online marketing qui ont changé beaucoup? Bon, mais oui. Je pense que en fait, comme quoi je vois, c'est que c'est vraiment plutôt euh, en termes, comme en général, oui, des choses bougent toujours. Je trouve qu'au présent, on parle beaucoup de comme le death des cookies. On va pas avoir l'opportunité de suivre les gens en ligne qu'on avait il y a 5 ans, il y a même comme 2 ou 3 ans. Ouais. Ça change. Mais en fait, c'est plutôt comme spécifique à votre industrie. C'est quoi le marketing en construction? C'est vraiment différent de le marketing dans les ressources humaines. Donc, ça, c'est pour moi, c'est comme les Ouais, ouais. dernières 5 ans. Je vois beaucoup de différences entre les deux industries et comment le marketing est différent et comment le marketing peut être utilisé dans les différentes industries. Donc, oui, je pense qu'en général, il y a des trends, mais plus spécifiquement, je trouve qu'avec Peux-tu construction, c'est. Excuse-moi. peux-tu parler un petit peu plus de Death of Ouais. Cookies
de cette OK. difficulté-là à tracker, puis peut-être même à attribuer? Oui, c'est une chose que j'ai vu quelqu'un comme marketing guru, comme Sarah Stockdale, depuis que je parlais quelques minutes. Euh, Juste parce que même on voit comme avec Apple, ils ont changé comment les personnes sur les iPhones peuvent contrôler comment leurs informations est captées par les applications, les courriels et les sites web. Donc, ça change. Il n'y a plus d'option d'être euh, anonymous, autonome, anonymous. Euh, Puis on voit ça aussi avec des différents, Ouais. des nouvelles lois, des lois comme Do Not Track. On voit ça, oui, en Europe, mais aussi Californie, aussi différents États, et même en Canada, comme ça commence plus et plus que, oui, les logiciels et les vendeurs en ligne aura besoin d'être plus transparent, Hmm. puis aussi peut-être de ne pas avoir l'opportunité comme traquer quelqu'un automatiquement. Ça doit être quelque chose vraiment euh, intentionnel et vraiment différent. Donc, oui, il y a une ou deux Hmm. marketing gurus que je suis qui parlent un peu qu'on va reculer en termes de euh, marketing. On va comme aller plus dans la direction où euh, on peut pas faire le lien assez direct entre une marketing campaign et une nouvelle vente. Ça va Hmm. peut-être un peu plus difficile. Et en fait, ouais, ça peut être une différente industrie de marketing dans quelques années. J'ai hâte de voir. L'attribution, ça a toujours été difficile en marketing en Mm. ligne, même s'il y a un paquet d'outils ou de choses que tu peux faire. Je pense que on peut opérer sans attribution parfaite, right? On peut faire des corrélations, on peut faire des approximations entre une campagne et des résultats. Euh, mais ouais, non, c'est quelque chose aussi que ça fait un bout que je me suis pas penché sur l'attribution claire. Fait que ça m'intéressait de t'en entendre parler plus. Merci, dude. Euh, j'ai envie qu'on parle un tout petit peu de bilinguisme au niveau du marketing et du produit. Est-ce que toi, dans ton day-to-day ou bien dans le day-to-day de tes collègues, le bilinguisme, ça amène des challenges, produits ou marketing? Moi, je dirais que oui, enfin. Je sais que c'est peut-être un sujet assez politique à Québec, mais C'est je correct. veux dire que moi, j'adore que je travaille pour une compagnie bilingue, que Mhm. moi, j'étais né anglophone, j'ai grandi anglophone, mais j'ai toujours appris comment parler français. Je parle français de jour à jour. En travaillant à ID, ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon français, Nice. pratiquer mon français. Mais enfin, c'est juste comme end of the day, c'est plus facile que vous travaillez dans une langue, le produit est une langue, le marketing est une langue, parce que c'est juste plus efficace. Il n'y a vraiment pas de comme traduction Ouais. d'une poste, d'une courriel, d'un bouton dans votre produit. Donc, en termes d'efficacité, oui, comme ça amène des challenges, ça crée des nouvelles challenges. Mais en fait, pour nous, comme d'être bilingue, c'est une de nos forces. C'est ça, Donc, ça, ouais. comme l'autre côté, c'est comment on a tellement gagné à Québec et c'est comment on va tellement gagner ailleurs. C'est parce qu'on a vraiment comme maturé notre produit ici avec des gouvernements, Hmm. des clients euh, assez avancés, assez comme matures et grandes. Donc, ça va nous beaucoup aider quand on décide de faire comme une export à d'autres marchés, les marchés plus anglophones. Euh, donc, c'est comme les deux côtés, en Hmm. fait. Donc, clairement, ça me rappelle beaucoup de souvenirs par rapport à certaines choses dans Snipcart qu'on a vécu. Euh, Tantôt, on a parlé de marketing qui travaille avec les ventes. T'as-tu des outils ou juste des best practices de comment est-ce que une équipe de marketing travaille bien avec une équipe de vente?
Oui, moi, à ce moment, que je pense que, il y a toujours d'évolution, mais à ce moment, je trouve que vraiment d'être assez transparent avec les équipes de vente, ou entre les équipes de vente et marketing, c'est le plus important, spécialement où nous travaillons un peu plus hybrid ou remote chez nous à la maison. Ouais. Donc, c'est un peu plus difficile d'avoir ce type de collaboration. Donc, où les équipes de marketing peuvent exposer, peuvent montrer à les équipes de vente qu'est-ce qui arrive dans le pipeline de campaign, euh, sont quoi les nouveaux matériaux qui sont en termes d'être développés, les nouvelles vidéos. Euh, donc, vraiment de inclure les équipes de vente assez tôt dans le processus de développement de C'est contenu. ça. Euh, Fait que, ouais, ce que tu dis, c'est-tu un peu. Parce que j'essaie de me faire une tête moi aussi, mais si l'équipe de vente n'a pas de visibilité sur les campagnes que vous faites, les mots que vous utilisez, le contenu que vous produisez au marketing, ça va être plus difficile pour eux de vous aider à attirer les leads dont eux ils ont besoin. Et l'inverse est vrai aussi. Si l'équipe de marketing n'a aucune idée c'est quoi les séquences de outreach, le type de message, les battle cards, bénéfices, comparaisons que les ventes utilisent quand ils essayent de vendre, ben c'est là qu'il peut se faire un espèce de chasme entre les deux. Puis ça crée. Tout ça pour dire que tu veux pas que le seul point de contact du marketing puis des ventes, ce soit les leads. Right? Parce qu'il y a une histoire exact. avant les leads, puis il y a une histoire après les leads. Puis idéalement, tout le monde catch c'est quoi qui se passe. Exact. Puis aussi, les équipes de vente peuvent être une très bonne source des idées pour contenu ou comme d'aider à créer des campagnes de marketing parce que eux, ils parlent avec soit les prospects ou soit les clients existants de jour à jour. Donc, vraiment, il y a un très bon comme synergie, pour utiliser ce mot, entre les deux équipes et c'est vraiment important d'avoir des channels et d'avoir des façons qui peuvent se Ouais. collaborer. Non, c'est un bon challenge, puis c'est souvent, on l'entend souvent dans plusieurs SaaS. Fait que je pense que c'est toujours important de faire de la sensibilisation un peu là-dessus. On n'a pas parlé de ton pricing model. Je sais pas si tu peux en parler ou pas. Oui, c'est assez simple. OK. On est comme, oui, sont des deals assez gros, mais on fait on fait notre pricing autour d'un pourcentage de le montant des investissements de OK. construction de nos OK. clients. Donc, c'est comme un peu un proxy, mais on fait tout inclus flat pricing, pas illimité utilisateur, projet, module, quoi que ce soit, tout Ah inclus. ouais. Donc, C'est purement ouais, transaction, il n'y a pas notre de flat fee? oui, oui, il n'y a pas de flat fee. Non, Très intéressant. on fait comme une package unique, assez unique pour chaque client, euh, C'est ça. mais c'est tout inclus. C'est ça, Ouais, parce que c'est des deals custom à un certain niveau, right? Ça se oui, négocie avec un gouvernement, une municipalité, je veux dire, il n'y en a pas. Ouais, c'est ok. ça. C'est assez différent. Mais au même temps, qu'est-ce qu'on doit être, on doit penser à aussi le processus de procurement, Ouais. approbation. Non, Oui, oui, ben ouais, c'est. Je sais pas c'est quoi en français, moi non plus. oui, Mais passer, ouais, c'est passer à ça. travers les espèces de Ouais, chiens de garde là, qui disent est-ce que c'est sécuritaire, est-ce que c'est économique, est-ce que c'est éthique, tout ça, le software qu'on va s'acheter, est-ce qu'on va avoir du bon support après, toute cette gang-là. Là. c'est ça. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on fait du pricing assez simple, assez direct. C'est tout inclus. Donc, on veut pas que on veut pas que c'est trop difficile à comprendre parce que ça va créer des problèmes. Ah ouais, ça crée des back and forth de email puis de Zoom meetings, mon ami, j'en ai vécu une coupe. Euh, Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, mettons, là, je te repose la même question que j'avais posée sur la startup qui était fondée. Qu'est-ce qui est le plus tough dans le business en ce moment chez ID? Puis qu'est-ce qui est le plus le fun?
en termes de plus tough, c'est vraiment juste que parce qu'on travaille avec des gouvernements, les deals peuvent prendre du temps. On C'est a vrai. vraiment comme long sales cycle. Ça revient Donc, au cash flow. ouais, c'est ça. C'est juste, on essaie de gérer notre pipeline, de fermer des deals de mois à mois. Donc, on essaie d'être assez consistent, mais c'est difficile des fois avec les gouvernements. Donc, ça, c'est tough. On essaie toujours de trouver peut-être des stratégies ou des façons. Après, on peut comme euh, quicken le fermeture de nouvelles Ouais, clients. accélérer ça, ouais. Mais c'est ça, exactement. Donc, mais c'est tough. Mais oui, mais aussi c'est un challenge et c'est intéressant. C'est comme toujours, il y a des choses. En termes de fun, c'est vraiment que je trouve que comme en comparaison avec mes autres rôles, les Ouais. autres industries dans lesquelles j'ai travaillé, ID, construction, à Québec, billing, c'est vraiment comme, il y a beaucoup de choses différentes, de Mm. nouvelles pour moi et aussi pour ID. Je trouve qu'on est comme dans une industrie assez, comme je disais, pas trop digitale au C'est présent. vrai. Donc, on a vraiment comme beaucoup d'espace à explorer, beaucoup de choses à essayer. Euh, et comme et aussi comme on sait qu'on a le product market fit, c'est seulement de comment on va trouver de nouvelles Mm. clients. Et donc, il y a tellement de stratégies à essayer que c'est comme fun. C'est comme être en sandbox des fois. Tu sais à quoi ça me fait penser? Il y a une quote, une citation d'un auteur que j'entendais sur un podcast récemment qui dit genre Happiness is solving problems. Puis il y a quelque Hmm. chose de le fun d'avoir à figure shit out. Genre. Mhm. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ça, c'est Absolument. nouveau, ça, on l'a jamais vraiment fait. On n'a pas vraiment de comparaison ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Genre, tu sais, c'est le fun d'avoir les mains Ouais, dedans, vraiment. absolument. Absolument. Je suis d'accord. Puis, question un petit peu plus philosophique pour closer, Evan. Y a-tu quelque chose à propos. Y a-tu quelque chose sur lequel tu as changé d'idée dans les 5 dernières années? As-tu changé d'idée sur quelque chose dans les 5 dernières années? Bon, euh, c'est une bonne question quand même. Pour elle, c'est parce que c'est une question philosophique, moi je vais répondre avec une réponse un peu Vas-y. philosophique. Mais en fait, c'est de voir que on nous définit tellement avec notre Mm. travail, de qu'est-ce qu'on fait de jour à Mm. jour. Je trouve que des fois, des gens oublient qu'ils Mm. sont aussi des humains. Ils 100%. ont aussi des personnes. J'ai beaucoup vu ça quand j'étais fondateur parce que j'ai rencontré beaucoup d'autres fondateurs, beaucoup de comme vraiment intéressantes personnes, des investisseurs, quoi que ce soit. Et je trouve que oui, il y en a beaucoup de personnes qui, eux, ils pensent que leur vie, c'est d'être fondateur. Et d'après moi, c'est peut-être pas la meilleure version ou vision pour votre vie. C'est d'être fondateur et quelque chose. Le fondateur, en termes dans Mm. le grand, comme dans ta vie, oui, d'être fondateur, c'est important, mais aussi d'avoir votre santé, des amis, des choses que vous 100%. donnent de joie, comme, ouais. Donc, moi et mon fondateur Lee, on aimait toujours ça, rencontrer des gens qui étaient humains en premier et leur profession Ouais. en deuxième ou comme en dessous de ça. Écoute, amen. Et donc, Amen, brother. Je veux dire, ouais. genre, non, mais Donc, ça, c'était une grande chose que j'ai moi, vue, ouais. ça résonne, hits home, là, tu sais, vraiment comme. Il y a plein d'entrepreneurs que je connais. Il y en a un, entre autres, qui je pense qui a fait un gros exit récemment, là, je pense que c'est dans les 9 chiffres, puis il a pris un Wow. break après un moment, tu sais, puis une des choses qu'il me disait quand on s'est reparlé, c'est je me suis rendu compte, esti, que il y avait d'autres facettes dans ma vie vraiment hot que je savourais pas assez, puis que j'étais plus que juste ce fondateur-là qui fait de la hyper-croissance, puis des gros exits, tout ça. Puis ça m'avait vraiment touché, puis je pense que c'est important parce qu'à la fin de la journée, quand on va être sur notre lit de mort, on veut avoir vécu, puis pas juste être j'ai fait des startups, nice. Tu sais, qu'est-ce que t'as fait d'autre, genre? Ouais, c'est ça. Mais je pense que comme c'est une très bonne histoire. C'est bon d'avoir les deux. Si tu peux faire une exit 9 chiffres, ouais. Mais, entraîne ou peut-être juste après,
tu as l'opportunité de peut-être regarder d'autres choses, des sujets un peu plus grands dans ta vie. Donc, écoute, ouais, mec, on se croise en vrai à Montréal, on va essayer de pas parler juste de start-up. Ouais, j'aimerais ça. Un peu de vie, un peu de travail, bon, les man. deux. Hey, merci beaucoup d'être venu sur le pod, c'est super apprécié, man. Oui, merci beaucoup. C'était un plaisir. Parfait, bonne journée, mon gars. Au revoir. Les sommes qu'on est comme une fascine.